Moment de Cannes, c'est parti pour un nouveau numéro. Nous allons parler de la journée d'hier. Il y a eu beaucoup de surprises, mais également les matchs de ce jour. Avec moi sur le plateau, l'incontournable John, qui est toujours là et qui m'accompagne tout au long de ces 26 minutes. Et puis avec nous, notre ami Junior Oka, qui est correspondant de Gabon 24 ici en Côte d'Ivoire. Junior, merci d'être sur le plateau de Gabon 24. Merci Gaël, bonjour John. Du plaisir d'avoir un éléphant sur le plateau. Ah ben, c'est la canne. C'est pas souvent qu'on vous a sur le plateau. Très souvent, on a les stand-up, on a des reportages, mais vous avoir sur le plateau, c'est autre chose. Alors, c'est moi qui suis vraiment ravi d'être sur le plateau de Gabon 24 et je profite pour passer un coucou à tout le Gabon. Voilà, de toute façon, le coucou est passé. John, nous, on va parler des résultats de la veille. Voilà, justement, des résultats de la veille où on a bien sûr eu des matchs assez alléchants, au terme bien sûr avec tout ce qu'on a pu voir comme spectacle. Nigeria, Guinée équatoriale, la première affiche donc d'hier, un match nul donc entre les deux formations. Le Nzalang a réussi à tenir en échec les Super Eagles. Puis on a eu Égypte-Mozambique, une rencontre également qui s'est terminée par un match nul 2 buts partout entre Égyptiens et Mozambicains. Et puis nous avons eu Ghana-Cap-Vert, la surprise donc d'hier, où les requins bleus ont dévoré les Black Stars. Véritable surprise. Junior, on va peut-être revenir avec vous en parlant d'abord de cette rencontre entre l'Égypte et le Mozambique. Et puis ce penalty qui est quand même litigieux. On a vu tout un stade gronder lorsque l'arbitre a donné a pointé le point de penalty. Malheureusement pour les Mozambiquins, parce que c'était quasiment à la fin du match que ce penalty a été sifflé. Alors oui, on a vraiment vu cette réaction donc, de tout le stade Félix Houphouët-Boigny qui était vraiment acquis à la cause donc, des Mozambicains qui ont produit du très bon football pour tenir tête donc, à cette équipe égyptienne qui, ma foi, n'a pas vraiment montré le football qu'on lui connaît. Alors, c'est vrai qu'il y a vraiment matière à commentaire donc, sur ce penalty parce que c'est diversement apprécié, mais pour ma part, il y a vraiment matière à réfléchir sur la chose. John, alors, on était sur le terrain et puis là, il y a certains qui ont mené une réflexion selon laquelle c'est peut-être parce que le siège de la CAF se trouve en Égypte, donc il ne fallait pas que l'Égypte, d'un premier match comme ça, tombe et puis face à cette modeste équipe quand même du Mozambique. Il faut reconnaître quand même qu'en ce qui concerne le football et surtout pour les grandes nations de football, il y a souvent un petit léger avantage. Et là, on va revenir sur le but, donc, le penalty justement transformé par Mohamed Salah. Il faut reconnaître quand même que là, les arbitres du VAR, et ça il faut être honnête de le dire, se sont attardés sur la faute donc du défenseur mozambicain, alors qu'au préalable, il y a eu justement un contrôle de la main, on peut dire donc, quasiment de l'épaule d'un attaquant égyptien. D'accord. Justement, pour revenir à cette faute, j'aurais bien voulu qu'on revienne un peu au début de l'action parce que là, on s'est concentré vraiment sur cette faute qui est quand même discutable et on oublie le début de l'action. Moi, je pense qu'il aurait bien fallu que monsieur l'arbitre prenne un peu en compte donc, le début de l'action parce qu'il y avait vraiment faute au début de l'action. Est-ce qu'il faut dire, John, que finalement, ça va être difficile pour les équipes dites moyennes de s'en sortir lors des Coupes d'Afrique des Nations parce qu'on a souvent vu l'arbitrage très souvent en faveur des grosses équipes. On va pas, peut-être, mais qu'à cela ne tienne. Est-ce qu'il y a des consignes? Est-ce que la CAF va donner des consignes? Non, pas forcément qu'il y a des consignes, mais ce qu'on peut révéler par contre, c'est que c'est révélateur de voir les équipes moyennes s'en sortir. On a vu le Cap-Vert le faire, le Mozambique également, la Mozambique. Mais il faut quand même noter un fait important, c'est que ces équipes arrivent à tenir tête aux grosses écuries. Et ça cause énormément de problèmes. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de petites équipes. Donc, ces différentes formations-là ont pu mûrir depuis que la CAN est venue à 24 désormais. Donc, on voit des petites formations qui arrivent à titiller les grandes, comme la Gambie, et c'est la Gambie qui sera très attendue durant cette CAN-là. Mais qu'à cela ne tienne, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de consigne, mais la vérité, c'est sur le terrain. Et sur le terrain, on a bien vu que le Mozambique ou encore le Cap-Vert étaient bien supérieurs à leurs adversaires. D'accord, en parlant, avant d'écouter la réaction de l'entraîneur égyptien, on va également parler de ce match qui a ouvert la deuxième journée, le Nigeria face aux Alliances nationales de Guinée. Là également, on va dire peut-être
peut-être pas une surprise, parce qu'il faut quand même rappeler que lors de la dernière CAN, cette Guinée-là est arrivée quand même en quart de finale. Ouais. Ça veut dire que c'est une équipe qui a quand même du répondant. Est-ce que là, on peut parler de surprise, là, Junior? On ne peut vraiment pas parler, moi je ne parlerai pas de surprise parce qu'après tout, on est à la CAN, hein, c'est le rendez-vous donc, de toutes les grandes nations de football du continent. Donc déjà, d'être à ce niveau, et comme vous l'avez déjà dit, à la CAN précédente, l'équipe avait déjà montré de très bonnes dispositions. Donc là, on ne parle vraiment pas de surprise. Alors, moi je voulais parler de choc de génération parce qu'on est souvent en face de, entre parenthèses, de grandes équipes sur le continent, mais qui sont vieillissantes. En face, on a de jeunes équipes, de jeunes nations de football avec des jeunes talents qui poussent et qui n'ont pas de complexe. Donc, moi, je pense que sur cette CAN, on risque d'avoir encore de très belles surprises de nations dites petites. D'accord, mais plus rapidement, John, on va peut-être revenir sur, j'ai envie de dire, la prestation de Mohamed Salah qui n'a pas forcément été brillant tout au long des 90 minutes de cette rencontre. On pourra même dire 90 plus 11, justement, puisqu'il y a eu quand même 11 minutes de temps additionnel au finish. Mohamed Salah, il faut noter quand même qu'il revient. Il y a, comment je peux dire, un révélateur de niveau en ce qui concerne la Première Ligue et la CAN. Donc, il faut qu'il puisse se mettre à niveau avec ses différents coéquipiers en sélection. C'est pas du tout facile de quitter comme ça la Première Ligue. Il faut quand même rappeler que la semaine dernière, il a joué un match important avec Liverpool. Et là, maintenant, il rentre maintenant dans le moule de la CAN. Mais il ne faut pas oublier quand même que l'Égypte a quand même dominé le Mozambique, 62% de possession de balles. Il y avait quand même 518 passes contre 337 pour le Mozambique. Ce n'est pas rien, ça veut dire que l'Égypte a tenu le ballon, mais a eu vraiment du mal à trouver Mohamed Salah. Oui, justement, au-delà de tenir le ballon, parce que tenir le ballon, c'est une chose, et puis avoir des actions concrètes en est une autre, parce que quand on regarde en termes de tir, le Mozambique a été au-dessus de l'Égypte. Est-ce que vous partagez l'analyse de John Junior par rapport à la performance de Salah? Il remet en cause le fait qu'il y ait une grosse différence de niveau entre la Première Ligue et l'équipe nationale. Mais il faut quand même rappeler que ce n'est pas une équipe que Salah ne connaît pas. Il connaît très bien l'équipe égyptienne, il a l'habitude de jouer, il a joué les qualificatifs avec cette équipe-là, il connaît très bien chaque garçon. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse, cette manière de voir de John? D'accord. Alors, moi, je dirais plutôt que peut-être cet avantage-là au niveau des statistiques pourrait se justifier par le fait que les Mozambicains sont partis avec des appréhensions. Ils ont cette peur-là d'attaquer, de foncer tout de suite. Donc, on a eu cette nette domination de l'Égypte au tout début. D'ailleurs, le but est venu assez vite. Assez très voilà. Bien. Donc, je pense que les Mozambicains étaient un peu timorés. Ils n'ont pas eu le temps de rentrer dans la rencontre. Mais par la suite, ça s'est équilibré. Alors, pour Mohamed Salah, moi, je pense plutôt que, on a souvent ces débuts difficiles, rappelez-vous, de l'Égypte. Donc, on va dire, la machine n'a pas encore eu le temps de démarrer. Mais pour ce qui est du niveau, je pense que, de toutes les façons, ce sont de grosses pointures du football qui se retrouvent ensemble. Il faut trouver de quoi faire prendre la mayonnaise et puis après, on verra. Toujours pour revenir sur la domination de l'Égypte, on a quand même eu 21 tirs pour les Égyptiens contre 6 seulement pour le Mozambique. Par contre, en termes de tirs cadrés, l'Égypte en a eu juste 5 sur les 21 et le Mozambique 2. Donc, les 2 qui ont été cadrés sont rentrés dans les fonds des filets. L'efficacité aussi. Voilà, justement. Contrairement aux joueurs égyptiens. Messieurs, on va regarder, on va suivre ensemble la réaction du sélectionneur égyptien qui reconnaît que son équipe a été quand même un peu fébrile. Et justement, il revient sur le fait que les attaquants n'ont pas forcément été très efficaces. Ça se montre par la stat que John vient de nous donner. On suit la réaction et puis on se retrouve derrière. Quand nous ne gagnons pas, nous sommes tristes. Ce match est en même temps un test de régularité. Ce sont des finales que nous devons gagner. Et comme je le dis, il n'y a pas de jeu facile. C'est vrai qu'il y a des matchs faciles, mais ça n'a rien à voir avec une surprise. Lors de notre prochaine rencontre, nous devrons tout donner. Dans ce type de rencontre, nous devons garder un peu de calme car nous avons fait une bonne première mi-temps, mais quelques minutes d'inattention et l'adversaire en a profité. Nous sommes revenus dans le jeu et nous avons bien fini. Au moment où nous n'étions pas forts, nous avons profité quand même des opportunités que nous avons eues.
Penalizados, nesses momentos em que não tivemos tão fortes e tão concentrados, o adversário aproveitou essas oportunidades. Voilà, John, nous venons de suivre la réaction du sélectionneur égyptien qui était quand même un peu nerveux en conférence de presse d'après-match. Justement, parce qu'on sait combien de fois il y a des pressions de diriger une équipe comme l'Égypte, et c'est pas du tout facile lorsqu'on sort d'un match nul avec un petit pousset comme le Mozambique. Oui, justement, oui, je suis d'accord avec ce que vous dites, John, parce que déjà, il faut justifier le résultat d'abord. Et puis bon, derrière, il y a toutes les attentes, il y a toutes les craintes. Et puis bon, on ne sait pas ce que vont demander les journalistes et tout ça. Donc il a des raisons d'être fébrile. Mais je pense que, comme il a dit, les erreurs vont être corrigées. Et on espère voir une Égypte encore plus performante pour le match suivant. Parce que finalement, cette crainte que l'Égypte suscite à l'endroit de ses concurrents, des autres adversaires, n'est pas resté dans l'histoire, parce que c'est peut-être le nom, Égypte, on sait que c'est l'équipe la plus titrée sur le continent en termes du nombre de CAN remportés. Est-ce que c'est pas juste resté dans l'histoire? Aujourd'hui, c'est plus l'Égypte d'autrefois. L'Égypte doit plutôt reconquérir le trône africain. C'est ce à quoi beaucoup d'entraîneurs sont attendus. On attendait Carlos Queiroz, donc l'édition dernière, mais finalement ça s'est pas fait. Il est parti, puisque l'Égypte change quasiment les entraîneurs chaque 2 ans. Il y avait Carlos Queiroz, il y avait Hector Cooper, Bob Bradley, l'Américain. Aujourd'hui, c'est Rui Vitória, le Portugais. Donc ce changement d'entraîneur-là prouve à suffisance que l'Égypte est impatient de pouvoir remonter sur le tour africain, mais cela passe évidemment, bien sûr, par de bonnes prestations, et surtout face au Mozambique, où ça a été très difficile. Je pense quand même qu'il faudra rectifier le tir, d'où la nervosité de Rui Vitória. Après, il faut quand même dire que l'Égypte, aujourd'hui, quand on compte les joueurs égyptiens, quand on a cité le nom de Mohamed Salah, c'est difficile de trouver d'autres noms derrière. Autrefois, ce n'était pas le cas. On connaissait presque les 23 joueurs égyptiens au bout de doigts. Et voilà. Est-ce que c'était pas aussi, est-ce que le fait que les Égyptiens s'exportent désormais un peu plus n'est pas un souci? Parce que il faut se rappeler que lorsque l'Égypte a gagné 3 fois consécutives cette Coupe d'Afrique des Nations, plusieurs d'entre eux jouaient même à domicile. Oui, alors, bon, peut-être que on est en face aussi d'un groupe qui est en train de se renouveler comme dans la plupart des sélections nationales. Donc, c'est peut-être une génération qui est passée, la génération qui a gagné cette coupe-là 3 fois de suite. Il y a une nouvelle génération qui arrive, chapeautée par Salah. Peut-être que les mécanismes n'ont pas encore été trouvés, vu que c'est un nouveau sélectionneur qui arrive. Il a eu un peu de temps quand même. Mais bon, on va voir sur la suite de la compétition comment l'équipe réagit. Alors, John, moi je vais revenir et puis je vais insister sur cette question parce qu'on avait une Égypte composée quasiment 70-80% des joueurs qui jouaient à domicile. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Est-ce que là, finalement, le secret de l'Égypte, ce n'est pas peut-être de revenir sur cette formule des joueurs qui jouent sur le plan national? Bon, la grosse majorité des joueurs évoluent d'abord sur le plan local. On connaît le contingent Al-Ahly, Zamalek ou encore Pyramids FC ou encore Ismaili qui composent cette sélection-là. Mais il ne faut pas aussi oublier que, comme vous l'avez dit, qu'il y a beaucoup de joueurs qui se sont exportés. Mohamed Salah ou encore Egazi, Ahmed Egazi qui est parti, je pense, dans le golf. Il y a encore d'autres comme Mostafa Mohamed qui évolue aujourd'hui à Nantes. C'est vrai qu'ils ont peut-être perdu ça parce que le championnat, il ne faut pas oublier que le championnat égyptien a connu quelques petites difficultés ces dernières années-là. Donc, il n'y avait quasiment pas de championnat. C'était un peu difficile à cause d'un tout petit peu des tensions. Mais qu'à cela ne tienne, je pense quand même que cette équipe est en reconstruction. Et aujourd'hui, tout est focalisé sur Mohamed Salah. Or, à l'époque, c'était un gros collectif. C'était un véritable collectif. On va compter sur tout le monde. Tout le monde. Mohamed, le danger pouvait venir de partout. Mohamed Zidane, vous aviez Abou Treika, vous aviez encore Issam El Hadari. Donc, voilà, Goma, Wael Goma, par exemple. Donc, c'était tout un groupe qui était fédérateur. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne va pas dire que ce n'est pas un groupe qui est fédérateur parce qu'ils ont disputé quand même la finale de l'édition précédente. Mais quand même, on pense quand même que tout est trop focalisé sur Mohamed Salah. Il faudrait peut-être libérer un peu les vannes pour permettre aux autres joueurs également de pouvoir briller. Voilà, cette CAN nous réserve déjà beaucoup de surprises. On va regarder ce reportage de Rodin Renaud et puis on se retrouve derrière. Le Nigeria bousculé par la Guinée équatoriale. L'Égypte sauvée par un pénalty dans les ultimes moments du match contre le Mozambique et le Ghana qui sombre face au Cap-Vert. Les 2 premiers jours de cette Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire ont eu leur lot de surprises. Les équipes dites favorites qui se sont cassées les dents. Les surprises commencent, le Nigeria accroché. On est en train de voir toutes les équipes, une qui vont rentrer à la compétition. C'est compliqué d'entrer dans la compétition, mais voilà, petit à petit, on va pouvoir jauger. Après, c'est vers la 2e, 3e journée qu'on peut commencer à définir des favoris. Il peut y avoir des surprises, le Mali, le Burkina, l'Afrique du Sud.
Je pense que dans le dernier carré, il y aura une équipe surprise. Ouais. Une Coupe d'Afrique des Nations à 24, dont l'objectif de permettre aux petites nations de participer à la plus grande fête du football africain a été atteint, ou du moins semble être, vu que les petites nations d'autrefois sont désormais les équipes à craindre. On se rend compte, il suffit de regarder la dernière CAN, de voir la Gambie, première participation, qui vont en quart de finale, la Guinée équatoriale qui sort de son groupe, qui bat l'Algérie et le Mali. On se rend compte que voilà, ce qu'on appelle les petites équipes, la Guinée-Bissau qui a perdu hier, ça fait quand même 4 participations consécutives à la CAN. Donc ils sont en train de progresser, ils sont en train de provoquer, effectivement, même s'il y a un manque de talent, un jeu en fait qui arrive à gêner, comme l'a fait effectivement le talent national avec le Nigeria tout à l'heure. Et ils arrivent à développer un jeu et à être concurrentiels. Maintenant, on va pas se mentir, avec une CAN à 24 équipes, les meilleurs troisièmes sont repêchés. Donc ça, c'est plutôt en faveur des grosses nations, normalement, qui ne risquent pas d'avoir un accident, à part effectivement l'Algérie la dernière fois au Cameroun. Toutefois, un facteur pourrait peser sur la balance durant cette Coupe d'Afrique des Nations de football Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Il y a beaucoup d'équipes moyennes qui sont devenues bonnes, mais il y a un paramètre qu'il ne faut pas négliger quand même. Avant, il y avait les mauvais terrains, et maintenant, ce n'est plus le cas, parce qu'en général, les terrains sont de qualité. Mais il y a la chaleur, et c'est vrai qu'avec une telle chaleur, regardez comment on est trempé à rien faire dans une tribune. Donc c'est pas facile pour les joueurs, et c'est vrai qu'on ne peut pas leur demander non plus des efforts incroyables alors qu'il y a en ressenti 37 ou 38 degrés, ce qui est quand même physiologiquement très difficile. Les champions d'Afrique en titre sénégalais feront leur entrée en liste face à la Gambie. Si la rencontre semble a priori à la portée des Lions, les premiers matchs de cette Coupe d'Afrique des Nations devraient servir d'exemple. Le Cameroun, le Maroc ou encore la Tunisie sont d'ores et déjà prévenus. Voilà, merci à Renaud Gounod qui revient justement sur les différentes surprises déjà observées lors de ces 2 premières journées. Et en parlant de surprise, une grosse surprise parce que le Ghana est tombé face au Cap-Vert. Justement, les requins bleus ont dévoré les Black Stars du Ghana, 2-1. On voyait bien sûr le Ghana pouvoir briller dans cette rencontre-là, mais ça a été très difficile pour les hommes de Chris Hutton. Mais qu'à cela ne tienne, faut pas oublier quand même que cette équipe de Cap-Vert Junior est une formation qui a fait douter les plus grands, et aujourd'hui, elle a fait tomber une grande nation du football africain. Mais justement, c'est un résultat qui justifie d'ailleurs tous les résultats passés, parce que l'équipe est montée en puissance quand même après la précédente édition. Donc le Cap-Vert qui a accroché donc le Ghana, qui fait tomber les Black Stars, qui le crut, parce que finalement c'est là aussi qu'on revient sur la question donc de toutes ces équipes qui sont en train de monter face à l'ancienne génération, aux anciennes grosses équipes du continent. Et on a vu vraiment un Cap-Vert qui ne s'est pas laissé intimider, qui est parti tout de suite là au charbon. On a vu une domination nette, et là vraiment, contrairement donc au match, on va dire au match de l'Égypte, on a vu des Cap-Verdiens très entreprenants qui ont quand même pris le contrôle donc de ce match. Une équipe lusophone, puisque le Cap-Vert, il parle portugais, comme les Mozambicains, justement, dans des équipes lusophones qui sont en train de se révéler petit à petit. Ça prouve aussi à suffisance que ce sont des formations qui sont en train de grandir aujourd'hui. Et puis, au-delà de ça, il y a également que le Ghana a une génération qui est en train de passer. Je pense notamment à Ayou, qui était d'ailleurs au banc de touche, qui a commencé ce match au banc de touche, qui est très vieillissant. C'est aussi une équipe en reconstruction. Le Ghana, c'est juste désormais le nom. Parce que s'il faut prendre les 4 Coupes d'Afrique des Nations que le Ghana a remportées, ça date déjà de très longtemps. Ouais, très long, puisque c'était quasiment dans les années 80. Aujourd'hui, le Ghana, à part la finale de 2010 et 2015 qu'ils ont perdu, c'était pourtant une génération qui montait en puissance. On s'en rappelle, puisque le Ghana avait été champion du monde junior 2009 en Égypte, avec cette génération de Pantil ou encore André Ayou et bien d'autres. Aujourd'hui, c'est une génération qui tire à sa fin sans avoir rien gagné. Mais quand même, elle est en reconstruction, puisque Chris Hutton, qui a été nommé il y a quand même quelques années seulement, en quelques mois, si on peut dire, est en train de remobiliser un tout petit peu les troupes, de remettre un peu de l'allant dans cette équipe-là. Ce n'est pas du tout chose aisée, c'est pas du tout chose facile, puisqu'il y a encore quand même l'influence des frères Ayou toujours là, même si on les boude beaucoup au Ghana. Il faudrait quand même notifier aussi cela. C'est une équipe qui, à ma foi, est en train de perdre
son lustre d'antan. Voilà. Donc, Alors, oui, Junior. Justement, moi, je voulais même aller un peu plus loin sur le continent. Ça pose un peu la problématique du renouvellement des générations parce que quand on regarde, c'est partout presque pareil. On a le même problème avec la Côte d'Ivoire qui n'a pas su faire la transition entre la génération Drogba et l'actuelle génération. On a l'Égypte hier qui a montré ces mêmes problèmes là aussi. Est-ce que derrière, il ne faut pas aussi voir ça au niveau de toutes ces nations pour vraiment préparer de bonnes relèves parce qu'on se rend compte que le Ghana, c'est juste le nom qui reste finalement. Parce qu'on n'a rien vu. Hein. On a vraiment, je partage, vous partagez la pensée. Oui, je partage, puisqu'en termes de statistiques, il ne faut pas l'oublier quand même que le Cap-Vert, pour ceux qui ne le savent pas, a dominé la rencontre. 54% de possession de balle contre 46% pour le Ghana. Il y a eu 392 passes donc réussies pour ce qui est du Cap-Vert et 340 seulement pour le Ghana. En termes de tirs, il y a eu 10 tirs du côté Ghana, 15 côté Cap-Verdien, 5 cadrés côté Cap-Verdien et un seul cadré côté ghanéen. Ça prouve à suffisance qu'il n'y avait pas la patte ghanéenne dans cette rencontre. Messieurs, c'est vrai que la journée d'hier nous a réservé des très belles surprises, mais aujourd'hui également, nous avons des rencontres qui sont très alléchantes, notamment avec la rentrée en matière du Cameroun, les voisins, Junior, qui rentrent en matière aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler justement de ces rencontres qui nous attendent? On a bien sûr des rencontres qui nous attendent, mais avant de parler des lignes en table du Cameroun, on aura d'abord le tenant du titre, donc le Sénégal, qui entre en liste dès 14h, heure locale. Donc Sénégal-Gambie. Ensuite, nous aurons à 17h, heure locale, plutôt à Yamoussoukro. Donc Cameroun, Série nationale de Guinée. Le Cameroun, il faut le rappeler, qui sera privé de Vincent Aboubakar, donc qui a effectué une IRM et qui malheureusement sera forfait pour cette première rencontre-là. Et puis nous aurons à 20h, heure locale, Algérie, Angola, Fennec contre Palancache-Ligrache. Là encore des très belles affiches et des grands qui vont rentrer en lice. Oui. Est-ce qu'il faut encore s'attendre à des surprises? Parce que finalement, ces deux premières journées, quand même, ont été belles en surprise, Junior. Alors, moi, je pense que, comme on a eu l'occasion de le voir hier, c'est forcément sûr que derrière, les petites nations qui ont vu le modèle vont se dire, mais écoutez, maintenant, c'est possible. Si le Cap-Vert y est arrivé, nous aussi, on peut y arriver. Donc, du coup, on va s'attendre à avoir des rencontres assez disputées. Et je pense que la notion de petite équipe on va avoir de très belles surprises encore pour cette journée. Est-ce que, justement, Junior en parle, est-ce que, au-delà des petites équipes qui vont affronter les grandes, et donc les petites équipes vont peut-être se dire que si le Cap-Vert a pu faire quelque chose, nous c'est possible, parce que, à contrario, également, les grosses équipes, notamment le Sénégal, ne craignent pas également, quand ils ont vu déjà les autres tomber pour certains, d'autres être tenus en échec. Est-ce que ça ne joue pas également dans le mental des grosses équipes qui vont rentrer en lice aujourd'hui? Il faut souligner un fait important, et c'est ce qu'a révélé certains observateurs. Donc, en ce qui concerne donc le départ de certains joueurs pour les championnats mineurs, 10 mineurs comme l'Arabie Saoudite, Sadio Mané, Edouard Mendy, donc sont partis du côté de l'Arabie Saoudite. C'est la même chose avec l'équipe de Côte d'Ivoire. On a vu Kessié, Fofana, donc qui se sont exportés du côté de l'Arabie Saoudite. Est-ce que en termes d'intensité, ça c'est la question qu'on se pose en termes d'intensité. Est-ce que le Sénégal va également vivre la même chose que la Côte d'Ivoire, donc face à la Gambie, donc à partir de 14h. C'est un tout petit peu ça, puisque la Gambie, faut pas l'oublier, Tom Saintfiet, donc le sélectionneur a été clair. Ils sont ici pour montrer ce dont ils sont capables. On les a vus lors de la première CAN qu'ils ont disputée, et on a vu ce qu'ils ont pu ils ont battu beaucoup de formations. Et là, Tom Saintfiet a été très clair lors de sa conférence de presse d'avant-match pour dire que la Gambie sera très attendue et ils vont montrer ce dont ils sont capables de faire. Alors Junior, puisqu'on parle de surprise dans cette CAN, grosse surprise également dans le groupe B quand on regarde le classement et quand on sait qu'à l'intérieur de ce groupe, il y a le Ghana, il y a l'Égypte, mais le premier du groupe, c'est le Cap-Vert. Oui, le Cap-Vert, donc, après sa victoire contre le Ghana, prend la tête donc, de son groupe. On va dire, ce n'est que la première journée aussi. Après, on a toute cette motivation pour les débuts. On espère que derrière, on va voir ce que ça va donner. Peut-être que, est-ce qu'ils vont confirmer le résultat ou derrière, est-ce qu'on aura autre chose? On attend de voir. Est-ce que c'est aussi une motivation
John, parce que quand on est première du groupe devant des équipes telles que le Ghana et l'Égypte, on se dit, il faut qu'on tienne, on tienne cette place et on va se battre pour y arriver. Est-ce que ça peut être une source de motivation également pour cette équipe capverdienne? C'est une grosse source de motivation quand on sait quand même que derrière, il y a des équipes comme l'Égypte ou le Ghana donc, qui complètent le tableau. Et quand on remarque que c'est devant, c'est le Ghana, c'est le Cap-Vert donc, qui est leader de la poule, effectivement, c'est une motivation supplémentaire. Mais il faudrait quand même que les Cap-Verdiens, il ne faut pas l'oublier, c'est une équipe qui aujourd'hui est en train de grandir et en train de mûrir depuis sa première participation en 2013, donc du côté de l'Afrique du Sud, dans sa première CAN. Elle est régulièrement désormais présente lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce n'est pas un élément à négliger. Donc aujourd'hui, les requins ne sont plus des petits requins, ils sont en train de grandir. Ils ont grandi. Et ils commencent à mordre. Il ne faut pas oublier que quand même c'est 12 matchs consécutifs quasiment. Hein. Donc c'était 12 matchs nuls en Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, ça a été l'une de leurs premières victoires. Et combien de fois retentissantes face aux Black Stars du Ghana. Les Black Stars du Ghana qui sont derniers du groupe, Junior. Alors justement, parlant d'orgueil, je pense que derrière aussi, les Ghanéens ils vont se dire il y a de quoi relever parce que derrière, même si on a une nouvelle génération, mais il y a une identité, il y a un nom à défendre, il y a une marque à défendre. Donc, on s'attend à avoir une deuxième journée assez disputée. Une troisième journée, vous voulez dire, Junior? Oui. Alors, dites-nous, est-ce que quand on regarde ce qui se passait hier, donc toutes les grosses surprises, si je vous demandais de faire un pronostic, est-ce que ça va être un exercice facile pour les matchs d'aujourd'hui? Ce sera certainement un exercice très difficile pour des équipes comme le Sénégal ou encore peut-être le Cameroun, peut-être même l'Algérie, parce qu'elles affrontent ces différentes équipes-là, des équipes dites mineures, Gambie, Guinée, Conakry, mais également l'Angola. La Gambie nous a montré combien de fois elle peut être tenace, combien de fois elle peut être vraiment un pot de colle, c'est un véritable pot de colle, hein, cette équipe de Gambie, avec Moussa Barrow, son attaquant fétiche, qui n'a besoin que parfois que d'une occasion simplement. Demi-occasion même parfois. Demi-occasion parfois. Et le Gabon, on sait quelque chose justement. Mais le style national de Guinée, je pense que ça va être un petit peu moins performant parce que Naby Keïta, que le métronome n'est pas vraiment en forme, n'est pas au meilleur de sa forme, et face au Lion indomptable, également privé de Vincent Bobaka, ça va être un match pour moi à part égale. Et par contre, entre Algérie et Angola, pour ma part, l'Algérie part largement favori. Oui, largement favori. Mais après, avec tout ce qu'on a vu déjà lors de la deuxième journée, c'est difficile quand même de faire des pronostics pour cette troisième journée. Oui, exercice assez difficile, mais moi j'irais plutôt sur un avantage pour l'Algérie, parce que je me dis que derrière, chaque équipe a eu le temps vraiment d'analyser ses premières rencontres et puis de travailler aussi au niveau du mental de chaque joueur pour que derrière le résultat soit bon. Bon, ce qui est du Cameroun, je donne nettement l'avance au Cameroun, et puis on dira, je suis ivoirien, donc derrière il y a cette petite adversité, rivalité amicale bien sûr avec le Cameroun. Et puis bon, nous on s'attend à voir le Cameroun mordre un peu de poussière. Voilà, c'est sur ces mots de notre ami Junior Oka qui veut que le Cameroun mordre la poussière que nous allons refermer cette édition au moment de Cannes. Et on va se donner rendez-vous dès 14h, heure locale. Il va être 15h à Libreville pour la première journée du groupe C. Mais quant à nous, l'équipe de Gabon 24 présente en Côte d'Ivoire, on va se déplacer du côté de Yamoussoukro pour ces différentes rencontres.